Bonjour, bonsoir, chers internautes, chers téléspectateurs. Nous, c'est la chaîne YouTube, mais également la page Facebook RDC Nouveau Départ. RDC Nouveau Départ, c'est une chaîne ou une page indépendante, n'est-ce pas, dont je suis le propriétaire. Ici, nous traitons des questions liées à la justice, à la paix et au développement. Et nous avons comme ligne éditoriale justice, paix, développement. Ceci dit, on ne peut pas concevoir le développement sans la paix, tout comme on ne peut pas concevoir la paix sans la justice. Et donc, la justice, c'est un préalable pour arriver au développement. Appelez-moi Frédéric Bigourou Kayabou. Je suis l'initiateur, comme je l'ai dit, et le concepteur de cette émission. Notre objectif, c'est pour, n'est-ce pas, informer, sans manipuler, informer, contribuer aussi par des réflexions scientifiques, des réflexions indépendantes, n'est-ce pas, dans la résolution des problèmes qui se passent non seulement en RDC, mais aussi dans la région des Grands Lacs, mais pourquoi pas sur le plan international. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juin 2021, jeudi, bien entendu. Nous allons parler de la question suivante. Premièrement, les demandeurs d'asile. Deuxièmement, les réfugiés. Troisièmement, les déplacés internes. Quatrièmement, les rapatriés. Vous êtes sans ignorer que le 20 juin, le monde entier célèbre la Journée internationale des réfugiés. Nous ne pouvons pas passer, n'est-ce pas, cette date sous silence. Notre chaîne étant une plateforme où des questions, notamment des réfugiés, sont discutées. Nous allons essayer, dans la mesure du possible, mais aussi dans des termes très clairs, vous expliquer ces concepts. Ce sont des concepts, n'est-ce pas, qui prêtent à confusion dans la vie pratique. Donc, beaucoup de gens utilisent ces concepts à tort et à travers. Nous n'allons pas utiliser l'approche purement académique parce que nous savons que notre audience n'est pas juridique. Pour dire, la plupart de vous, n'est-ce pas, vous n'êtes pas des étudiants en droit, en sciences politiques, qu'en sais-je encore. C'est pour cela que nous utilisons la méthode la plus simple pour permettre même à celui qui n'a pas vraiment fait les études de droit à comprendre ce que ces notions veulent dire dans la pratique. Comme vous le savez, chaque jour, chaque année, des personnes sont obligées à quitter leur pays, leur province, leur village, pour des raisons diverses. Certaines sont contraintes à quitter leur résidence pour aller soit se diriger dans des pays étrangers, et d'autres sont poussés à se développer à l'intérieur de leur pays. Mais il faut se noter que parmi ceux qui quittent les frontières de leur pays pour aller à l'étranger, on peut noter plusieurs motivations. C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Avant d'en arriver là, nous allons vous présenter notre plan. Le premier élément va consister à parler, sinon à présenter ou bien à citer la base légale. Le deuxième élément va parler des définitions. Le dernier élément consistera, n'est-ce pas, à parler ou bien à donner la conclusion. Cela étant dit, nous commençons par notre premier élément. Quand on parle des questions de réfugiés, il faut avoir à l'esprit ce qu'on appelle la base légale, ou bien la source, ou bien ce qu'on appelle, le fondement juridique. En d'autres termes, pour ceux qui n'ont pas fait les études du droit, en droit, quand on parle du fondement juridique ou la base légale, on fait allusion, n'est-ce pas, au texte qui s'applique en pareille situation. Ça veut dire, lorsqu'il se pose une question des réfugiés, quelle est la loi qui est d'application?
Et ici, il faut noter brièvement, il en existe plusieurs, mais il faut noter sur le plan international, il y a la Convention de Genève, la Convention de Genève de 1951, il y a la Convention de New York de 1954, mais aussi sur le plan régional, ça veut dire au niveau de l'Afrique par exemple, il y a la Convention de l'Union africaine, c'est la Convention de 1969. Au niveau de l'Amérique l'Amérique latine, au niveau de l'Asie, il existe aussi d'autres conventions qui s'appliquent par rapport à cette question. Mais aussi au niveau national, par exemple en RDC, il y a la loi sur la protection des réfugiés. Au Rwanda, il y a la loi sur la protection des réfugiés. En Ouganda, il y a la loi sur la protection des réfugiés. En Ouganda, par exemple, on parle de la loi Refugee Act. Refugee Act de 2006 et les régulations de 2010. Voilà pour ce qui concerne la base légale. Parlons dès à présent du deuxième point, à savoir le concept ou la définition. Il faut noter que toute personne qui quitte d'abord son pays pour se diriger à l'étranger n'est pas forcément un réfugié. Ça, c'est l'élément très important à noter. Et ceci nous pousse à savoir qui est un réfugié et qui ne l'est pas. Donc, c'est la convention ou les instruments juridiques ou les bases légales que je vais de citer qui donnent la définition de qui est considéré comme un réfugié et qui ne l'est pas. Commençons avec ce qu'on appelle demandeur d'asile. Qui est un demandeur d'asile? Ensuite, nous allons parler des réfugiés. Nous allons poursuivre avec les rapatriés. Nous allons parler par après du déplacé interne. Nous allons enfin parler de l'étranger en situation irrégulière. Un réfugié, est-ce qu'être un réfugié c'est un crime? Non, ce n'est pas un crime. Un réfugié, c'est toute personne qui quitte son pays pour des raisons de persécution et qui va se diriger vers un autre pays en vue de demander la protection. Et ces persécutions peuvent avoir plusieurs causes, notamment pour des raisons politiques, professionnelles, persécutions qui sont liées sur base du sexe, la confession, par rapport, on peut faire partie à un groupe ethnique et on se trouve dans la situation des victimes de persécutions. Voilà ce qu'il faut comprendre par un réfugié. Ça veut dire on quitte son pays, on se retrouve à l'extérieur de son pays, ça veut dire en dehors de son pays, et on demande asile auprès de l'État sur le territoire duquel on se retrouve. Mais on n'est pas encore un réfugié. Nous allons y arriver. Là, on est demandeur d'asile. On quitte son pays. Dès qu'on quitte son pays, on franchit la frontière. Par exemple, je suis en RDC à Bukavu, je suis à Kinshasa, je suis à Goma. Je quitte la RDC, je me dirige à Bujumbura, je me dirige en Ouganda, je me dirige au Rwanda ou en Tanzanie. Là, pour des raisons que je vais t'expliquer, et on demande au gouvernement des pays ci cités, on leur demande la protection ou l'asile. Là, on devient les demandeurs d'asile. Et la demande d'asile, c'est un processus, n'est-ce pas, qui doit être suivi par l'État sur le territoire duquel vous vous retrouvez après avoir quitté votre pays. Et donc, votre demande d'asile sera examinée et l'État va estimer si vous méritez le statut de réfugié ou pas, conformément à la loi ou bien aux conventions ou à sa loi nationale.
j'ai cité, quand j'ai parlé des sources du droit des réfugiés, j'ai cité la Convention de Genève de 1951, la Convention de New York de 1954, mais aussi la Convention de l'Union africaine, n'est-ce pas, de 1969. Voilà des textes auxquels les États vont se référer pour vous octroyer, pour vous accorder le statut de réfugié. Lorsque, à l'issue de ce processus, l'État étranger décide de vous accorder l'asile, donc vous devenez automatiquement les réfugiés. Et quand vous devenez réfugié, vous bénéficiez de la protection internationale. Et l'État qui vous a accordé le statut va vous assurer la protection, mais aussi les Nations Unies à travers le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, donc les HCR. HCR, ou d'autres parlent de HCR. Donc, ce sont deux institutions qui vont vous assurer la protection. En d'autres termes, il faut noter que dès que vous quittez votre pays, pour les raisons que j'ai fait d'expliquer précédemment, ça veut dire que votre État n'était plus en mesure de vous assurer la protection. Par exemple, en RDC, je peux citer l'article 52 de la Constitution congolaise qui dispose que tout citoyen a le droit, n'est-ce pas, de vivre en paix et sécurité. Et ça veut dire que l'État congolais a l'obligation d'assurer la paix et la sécurité à ses citoyens. Et lorsque vous estimez que l'État n'est plus à mesure de vous assurer la sécurité pour des raisons que je viens de citer, par exemple, vous étiez un professionnel de santé, un journaliste, un avocat, un chercheur, qui d'autre? Et sur base de votre profession, vous avez subi des menaces qui sont soit causées par les éléments de l'État, la police, l'armée, ou des groupes armés qui sont opérationnels sur le territoire de votre pays, État, et qu'il est avéré que ces groupes agissent sous le contrôle du dit État, et là, votre État n'est pas à mesure de vous assurer la protection. Ça veut dire que vous êtes persécuté par votre État. Et dans ce cas, vous vous trouvez dans l'obligation de quitter et de fuir pour aller demander les refuges. Et c'est à ce moment-là qu'on va vous appeler un réfugié. Donc, vous allez demander l'asile. Je pense que je me fais comprendre par rapport à ce point-là. Donc, lorsqu'on quitte son pays, je me résume, pour aller demander la protection ailleurs, dans un autre pays, là, vous êtes demandeur d'asile. Mais lorsque les pays sur lesquels vous vous retrouvez présentement, après avoir quitté, après avoir fui votre pays, ces pays vous accordent cette protection, ce statut, vous devenez automatiquement un réfugié. Mais il faut noter que il existe des personnes qui ne peuvent pas bénéficier du statut de réfugié. Et ici, on parle de la question ou la notion des clauses d'exclusion. Ça veut dire on ne peut pas considérer toute personne comme bénéficiaire de la protection sur le plan international. Ici, on exclut des personnes qui sont des présumés auteurs de crimes internationaux par rapport aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme et de l'humanitaire. Par exemple, lorsqu'on était un commandant de guerre, un commandant d'un groupe armé ou bien de l'armée nationale, et au cours des conflits armés, il s'avère que vous aviez commis des crimes internationaux par rapport aux conventions de Genève et au protocole, ou par rapport aux instruments de protection des droits de l'homme, des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, et que vous fouillez pour aller demander l'asile dans un autre pays, là, en examinant votre demande d'asile, vous avez moins de chances, n'est-ce pas, pour obtenir le statut de réfugié. Mais le débat reste ouvert parce que dans la pratique, sur base des intérêts des États, il arrive des situations où, n'est-ce pas, l'État peut accorder tout de même le statut d'asile à une personne ou à un groupe de personnes sur la tête desquelles il existe des indices sérieux
de culpabilité ou ils sont des présumés auteurs des crimes qu'ils ont commis ou elles ont commis dans leur pays. Prenons ici le cas de John Numbi, contre lequel des poursuites sont engagées dans le cadre de l'assassinat ou meurtre du défenseur des droits de l'homme, Floribert Chebeya, depuis 2010. Donc, là où il se trouve, il peut demander l'asile, mais il y a lieu que l'État ne puisse pas lui accorder cet asile, conformément aux conventions de Genève, conformément aux conventions sur la protection des droits de l'homme, conformément à la convention, n'est-ce pas, de New York, ou à d'autres textes qui protègent les droits des réfugiés. Et donc, Numbi, tout comme d'autres personnes qui sont présumées auteurs, tombent dans ce qu'on appelle la clause d'exclusion. Ça veut dire que ces personnes sont exclues de bénéficier du statut de réfugié. Parce que l'idée ici est de considérer que les criminels ne peuvent pas retrouver refuge dans le statut de réfugié. Il faut que ces personnes subissent la rigueur de la loi. Je pense que jusque-là, je me fais comprendre. Je viens de parler des demandeurs d'asile, je viens de parler des réfugiés, je vais poursuivre par les rapatriés. Qu'est-ce qu'un rapatrié? Un rapatrié, c'est une personne, n'est-ce pas, qui d'abord, au départ, était un demandeur d'asile. Ça veut dire qu'elle avait quitté son pays parce qu'elle subissait la persécution, il ne bénéficiait plus de la protection de son État, pour aller demander la protection dans un autre État. Ça veut dire que cette personne a bénéficié de la protection du pays d'accueil et cette personne est devenue réfugiée. Et en plus, cette personne est devenue sous le contrôle du HCR. Mais il s'avère que cette personne, pour des raisons personnelles, pour des raisons bien vérifiées, estime que les causes pour lesquelles ou à cause desquelles elle avait quitté, fui son pays, n'existent plus. Et donc cette personne va demander volontairement son retour vers son pays. C'est pourquoi on parle de rapatriement. Et il faut noter si on parle de rapatriement volontaire. Donc ça veut dire on ne peut pas forcer les réfugiés à rentrer dans leur pays. C'est contre les instruments que je viens d'énumérer. Ça, c'est très important à savoir. Donc, la demande du rapatriement vers son pays est volontaire. Elle n'est pas forcée. Et ici, l'EACR est impliqué. Le pays d'origine est aussi impliqué. Même le pays d'accueil est aussi impliqué. C'est une notion très importante, c'est une notion très large sur laquelle on ne peut pas s'attarder. Après les rapatriés, il y a ce qu'on appelle les déplacés internes. Contrairement aux réfugiés, un déplacé interne, c'est aussi une personne qui fuit la persécution dans son pays, mais qui se déplace, qui change seulement de résidence. Ça veut dire la personne vivait par exemple dans la province X, mais qui, à cause de persécutions liées à sa profession, par exemple, la personne sera obligée de quitter cette province pour aller vers une autre province. Maintenant, la différence avec un réfugié, c'est qu'un déplacé interne, lui, ne quitte pas son pays pour aller dans un autre pays. Ça veut dire son mouvement, ça se limite seulement à l'intérieur de son pays. Par exemple, on peut parler des déplacés de Goma qui ont fui l'éruption volcanique. Donc, ça veut dire ceux-là qui sont dirigés vers Massissi, Butembo, Bunia, Bukavu, ce sont des déplacés internes. Mais ceux-là qui ont quitté la RDC pour le Rwanda, automatiquement sont des réfugiés. Il faut bien noter cela. Et si ces gens-là avaient déjà bénéficié du statut de réfugié au Rwanda, et par après, ils s'étaient décidés de rentrer en RDC, on les appellerait des rapatriés. C'est très important à savoir. On parle aussi des migrants économiques. Des migrants économiques, ce sont aussi des personnes qui quittent leur pays. Ça veut dire qu'ils franchissent la frontière
pour se diriger vers un autre pays. Mais ici, les mobiles sont très importants à savoir et à différencier avec ceux des réfugiés. S'agissant des migrants économiques, comme vous le saisissez, vous l'entendez, ce sont des gens qui sont à la recherche du bonheur. C'est pour des raisons économiques. Donc, des personnes qui ne fuient pas des persécutions, comme des réfugiés, et qui se retrouvent dans un autre pays étranger pour travailler et qu'en sais-je. Ok? Bon, souvent, on dit que ce sont des personnes qui sont à la recherche du bonheur. Après les migrants économiques, il faut noter qu'il existe aussi des étrangers en situation irrégulière. Au départ, ce sont des personnes qui ont quitté leur pays aussi, par exemple pour des raisons du travail, pour des raisons d'études, peut-être des clandestins aussi. Mais après un certain temps, ces personnes se retrouvent sans titre légal de séjour. Ça veut dire, par exemple, leur visa est expiré. Donc ces personnes-ci se retrouvent dans ce qu'on appelle la situation irrégulière à l'étranger. Donc, ce sont des personnes, par exemple, qui ont payé le visa et après un temps, le visa expiré, mais elles ne sont plus à mesure de renouveler. Mais tout comme des personnes de clandestins qui ont pénétré les frontières d'un autre pays sans avoir payé le visa. Donc, ces personnes sont en situation irrégulière dans les pays d'accueil. C'est très important de comprendre toutes ces notions parce que ça peut vous permettre, n'est-ce pas, dans la pratique, de bien saisir ces concepts et bien les manipuler sans confusion, parce que chaque concept a sa place, chaque concept a sa signification, tout comme chaque concept a ses conséquences dans la pratique. Qu'est-ce qu'il faut noter aussi? Il faut noter que un réfugié fuit son pays pour des raisons de persécution au départ, et ces persécutions sont fondées sur base, par exemple, de sa religion, sa foi, son travail, sa profession. Par exemple, la personne appartient à un groupe ethnique qui est persécuté dans un pays X ou Y. Par exemple, la personne est poursuivie pour des raisons de choix. Par exemple, souvent on parle des homosexuels aussi. On voit aussi des personnes qui sont... il existe plusieurs raisons que la convention ou les conventions définissent. Et donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, directement, l'État va analyser, examiner votre demande d'asile et on va vous accorder l'asile. C'est ce qu'il faut noter. Mais il peut aussi arriver que vous ne voulez plus vivre dans les pays qui vous accordent l'asile. Et donc, vous constatez que les causes ou les persécutions ont cessé dans votre pays et vous demandez que vous soyez rapatrié. On parle de rapatriement volontaire. Il faut aussi noter que lorsqu'on quitte son pays, pour cause de persécution, on est appelé demandeur d'asile. C'est très important à savoir. Qu'est-ce qu'il faut noter en conclusion? En conclusion, il faut noter que, bien que les gens quittent leur pays pour se diriger à l'extérieur parce qu'ils se retrouvent dans des situations de persécution, il n'est pas vrai que tous soient considérés comme des réfugiés. Parce que les motivations ou bien les causes ayant justifié leur déplacement, n'est-ce pas, ne sont pas les mêmes. Ça veut dire les causes ne sont pas basées ou bien ne sont pas basées sur les éléments que les conventions que j'ai citées énumèrent pour que vous soyez considéré comme un réfugié. Donc, tout le monde peut se retrouver dans cette situation de réfugié. Ce n'est pas un crime. Tout le monde peut demander de retourner. C'est aussi un droit. Tout le monde peut, n'est-ce pas,
quitter son pays pour des raisons économiques. Ça arrive aussi dans la vie. L'essentiel, c'est de savoir pourquoi vous avez quitté et quels sont les éléments de base que vous pouvez présenter si vous avez besoin de bénéficier du statut de réfugié. Dans le cas contraire, vous allez voir votre cas être toujours rejeté et vous allez vous demander pourquoi. Parce que les éléments que vous présentez à l'état d'accueil sont ces éléments-là qui vont lui permettre d'analyser minutieusement votre dossier afin de pouvoir soit vous accorder le statut d'asile ou de réfugié, soit de ne pas vous l'accorder. Merci beaucoup d'avoir suivi notre émission. Je pense que si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les poser, nous les envoyer en commentaire sur notre chaîne YouTube. Vous allez constater que nous ne sommes pas entrés en profondeur. C'est d'abord une notion qui est trop large. On ne peut pas l'examiner ou l'analyser dans peu de temps. Et aussi, c'est la première fois que nous traitons des questions des réfugiés sur notre chaîne. À la prochaine, nous allons, n'est-ce pas, essayer d'entrer dans les détails par rapport à chaque concept. Merci beaucoup. Partagez nos émissions. Si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne, veuillez le faire, c'est gratuit et ça nous fera plaisir. Merci beaucoup et au revoir.